Dans notre cycle sur la mort et le jeu vidéo, nous avons abordé dans le dernier épisode le genre du roguelike, ces RPG au tour par tour à mort permanente, définis par l'interprétation de Berlin en 2008 et qui se divisent en trois, les roguelikes classiques à descente de donjon, les roguelikes modernes à monde ouvert et les roguelikes à la japonaise avec une progression à travers les morts. Mais j'ai aussi rappelé au fil des épisodes que de nombreux jeux se revendiquent comme des roguelikes, notamment des tas de jeux indépendants des années 2010 qui vont vers l'action, la plateforme ou encore la stratégie. Mais un roguelike, par définition, c'est un jeu qui ressemble à Rogue, donc un RPG à mort permanente. Quand on sort du RPG pour d'autres familles et genres du jeu vidéo, on va alors parler de roguelite, c'est-à-dire des softs qui vont plutôt s'inspirer de la philosophie générale de jeu derrière Rogue plutôt que par ses mécaniques de jeu de rôle. Le roguelite n'est ainsi qu'une étiquette qu'on peut accoler à des jeux venant de partout, de l'action d'un The Binding of Isaac en 2011 à la tactique d'un Faster Than Light en 2012, en passant par le jeu de cartes Slay the Spire de 2017. Je vous propose donc dans cet épisode de clore notre cycle sur la mort en parlant des roguelites, une étiquette très à la mode qui rencontre un certain succès depuis 10 ans, notamment sur la scène indépendante. Vous savez déjà ce qu'est un roguelike, et si vous ne le savez pas, le précédent épisode de Captain Cast devrait vous aiguiller. Mais alors, comment distinguer roguelike et roguelite ? Pour le dire simplement, le roguelike est un genre appartenant à la famille du RPG, alors que le roguelite est une étiquette qu'on peut accoler à des jeux qui ne sont pas des RPG au tour par grille et qui appartiennent à différentes familles et genres du jeu vidéo. On trouve ainsi principalement des roguelites d'action, de plateforme et de tactique, comme nous allons voir. Mais si l'on parle de roguelite, c'est que ces titres vont tout de même tirer quelques éléments provenant de Rogue et donc provenant de l'interprétation de Berlin. D'abord, et c'est évident dans notre cycle, il y a une place non négligeable dédiée à la mort. Elle est à nouveau définitive et pousse à recommencer entièrement l'aventure. Généralement, les roguelites s'inspirent tout de même des roguelikes à la japonaise en fournissant au-delà des morts divers bonus qui vont permettre aux joueurs d'être de plus en plus forts et d'avoir envie de recommencer encore et encore malgré la perte brutale. Dans Rogue Legacy, on construit ainsi à chaque mort un château grâce aux pièces récoltées, permettant de débloquer des classes, d'améliorer la vie ou encore les dégâts infligés aux ennemis pour toutes vos futures incarnations. Ensuite, il va s'agir de fournir des raisons de recommencer encore et encore l'aventure en rendant chaque décision importante. On retrouve ainsi une certaine complexité, avec différents systèmes, notamment d'amélioration à choisir, avec des builds à créer. Dans Hades, on choisit ainsi après chaque combat une récompense de divinité qui va nous accorder des bonus précis qui vont nous faire constituer un build, comme un archer aux flèches téléguidées. Les ressources sont évidemment encore limitées pour nous permettre de faire des choix à chaque avancée, comme l'amélioration progressive de votre vaisseau dans Faster Than Light. Enfin, on retrouve la génération procédurale couplée à l'exploration pour trouver sans cesse de nouveaux items, outils et ressources pour continuer l'aventure. Cela passe par les événements aléatoires d'un Faster Than Light ou le changement de composition des salles dans un Hades. Cela va assurer au titre une bonne rejouabilité essentielle pour le roguelite et qui va expliquer en partie le fait que de nombreux petits studios jouent cette carte. Maintenant que la définition est plus claire, on se rend compte qu'au niveau historique, cette étiquette a connu une excellente dynamique, au moins depuis Spelunky en 2008, et concentre de nombreux hits de la scène indépendante du jeu vidéo des années 2010. Vous avez ainsi forcément entendu parler de The Binding of Isaac, Faster Than Light, Slay the Spire, Dead Cells, Hades, certains ayant même été récompensés, comme Dead Cells en tant que meilleur jeu d'action au Game Awards 2016, ou Hades, nommé meilleur jeu d'action de l'édition 2020. En effet, la génération procédurale permet d'élaborer un nombre d'environnements réduits plutôt qu'un immense open world, qui peuvent se recomposer donc à chaque run. La mort permanente, quant à elle, doit permettre de multiplier le nombre de runs du joueur, pour l'aider à recommencer encore et encore. Le fait d'avoir une carotte, par le biais d'améliorations successives entre les morts, permet de favoriser l'engagement du joueur. Nous avons donc, à moindre frais, un soft qui peut facilement durer plusieurs dizaines d'heures. À titre d'exemple, Hades a seulement 4 environnements différents qu'on doit passer pour atteindre le boss final.
Et pourtant, le gameplay et le fait de débloquer au fur et à mesure de nouvelles armes et de nouveaux bonus font que cette répétitivité n'est pas prise comme telle. Bien sûr, ce n'est pas pour ça que tout jeu indépendant roguelite est nécessairement bon. La direction artistique et le gameplay restent des composantes fondamentales. Dead Cells est ainsi dans un pixel art soigné tout en ayant un excellent gameplay dynamique et une bonne rejouabilité en choisissant à chaque run des builds différents. Les roguelites doivent justifier leur rejouabilité avec des systèmes de jeu qui permettent de varier le gameplay, que ce soit avec plusieurs armes dans un Hades ou 3 spécialisations différentes dans Dead Cells, pour offrir au joueur une amélioration continue pour qu'il ait envie de tester ses nouveaux pouvoirs. Avec ces différents éléments, les années 2010 ont été un terreau favorable, que ce soit avec la réussite critique et commerciale des Souls entre 2009 et 2016, à la revalorisation d'une certaine vision de la difficulté, à une mort vue comme une punition qui pousse le joueur à se dépasser pour finalement en triompher, et tout simplement à la satisfaction d'être meilleur et de comprendre les environnements, les ennemis, les builds et les ressources fournies en jeu. Le nombre de roguelites qui en découle a été assez important. Je vous propose donc de détailler ces différents roguelites en passant par les genres auxquels ils se rapportent. La plateforme, le shooter, l'action, la tactique spatiale, la tactique, le RPG d'équipe, la gestion et même des tas d'autres genres. Les jeux de plateforme ont pour principal intérêt de nous faire écumer des niveaux remplis de pièges et d'ennemis avec, comme caractéristique, de réussir ses sauts et de naviguer à différentes hauteurs. On peut le coupler à l'utilisation d'armes diverses pour le transformer en hack and slash ou en run and gun. L'intérêt du roguelite est alors de renouveler sans cesse l'expérience et de continuer de donner de nouveaux challenges aux joueurs. Le précurseur du roguelite est en effet un jeu de plateforme. Il s'agit de Spelunky en 2008 par Derek Yu. Ce jeu d'exploration à la Indiana Jones nous fait utiliser un tas d'armes aux munitions limitées, comme des bombes, et nous fait affronter des tas de dangers pour aller au bout des 4 types de caves dans une difficulté légendaire. D'abord distribué gratuitement, puis avec 1 million de ventes en 2016 pour la version payante, un deuxième opus est paru en 2020, rajoutant toujours plus de contenu. Du côté de la plateforme Hack and Slash, on a l'habilité proposée par la série Rogue Legacy, des Canadiens de Cellar Door Games entre 2013 et 2022, qui nous fait écumer une série de donjons avec des classes et des compétences, avec une composante persistante. À chaque mort, vous jouez un héritier qui a différents traits rigolos et une classe spécifique, et vous améliorez un château familial, où vous investissez l'argent récolté pendant votre partie pour débloquer de nouvelles classes et compétences et améliorer vos caractéristiques, donnant de l'intérêt à recommencer le soft pour accumuler plus de puissance. La petite équipe a ainsi remboursé ses coûts de développement en 1 heure lors de la sortie du premier opus. Enfin, dans le monde de l'action platformer survolté, on a assurément le largement récompensé Dead Cells en 2018 des Français de Motion Twin. Avec une créature immortelle qui renouvelle son build à chaque partie, un gameplay survolté et une direction artistique qui claque pour un soft vendu à plus de 6 millions d'exemplaires en décembre 2021. Dans le même genre, on peut trouver aussi Thunder dans 2017 ou encore Skull the Hero Slayer en 2021. Les shooters requièrent de l'habileté pour tirer sur vos adversaires sans vous faire toucher et gérer une multitude d'ennemis. Les roguelite shooters vont ainsi vous inviter à faire d'autant plus attention et proposent généralement de ramasser de nouvelles armes et de nouveaux traits, vous rendant de plus en plus mortel pour vos adversaires au fil de l'aventure. Le célèbre isometric shooter The Binding of Isaac en 2011 d'Edmund Macmillan et de Florian Imsl, avec une direction artistique démoniaque et perturbante, propose un enchaînement de salles avec un bébé dans une atmosphère glauque à souhait avec des vagues d'ennemis et surtout un paquet d'améliorations uniques à récupérer à chaque run pour tâcher de voir le bout de l'aventure. En 2015, le jeu s'était déjà vendu à 5 millions d'exemplaires et l'engouement reste assez constant, comme le prouve l'accueil du dernier DLC Repentance de mars 2021. D'autres styles coexistent également pour adapter le shooter au roguelite. On trouve le run and gun Risk of Rain en 2012 d'Upu Games, où je n'ai personnellement jamais passé le 3e monde, le platformer shooter Exit the Gungeon en 2020, le top-down shooter avec le post-apocalyptique Nuclear Throne en 2015 des néerlandais de Vlambeer, le TPS avec Risk of Rain 2 en 2020, le FPS à l'image de Gunfire Reborn en 2020 des hongkongais de Duovi Interactive Entertainment, et même Gris contre Gris avec One Step from Eden en 2020
qui mélange construction de deck et action en temps réel. Au-delà de la plateforme et du shooter, les jeux d'action en général proposent tout simplement de taper sur des adversaires pour avancer en utilisant différentes armes de corps à corps ou de tir. L'aspect roguelite permet de faire d'autant plus attention à la façon dont le joueur va taper ses adversaires, avec une prise de risque à évaluer entre la vie restante et les récompenses offertes. Un des softs les plus marquants de cette catégorie, c'est assurément le récent soft en vue isométrique Hades en 2020 de Supergiant Games. Le fils du dieu des enfers devra ainsi passer 4 zones différentes remplies d'un bestiaire mythologique en choisissant une arme au départ et en ramassant de salle en salle des bénédictions venant de différents dieux de l'Olympe, un choix cornélien qui va créer à chaque run un build unique puisque vous allez rajouter des dégâts, des effets ou des compétences spéciales à votre attaque principale, attaque spéciale, arme secondaire, dash et pouvoir ultime, assurant une excellente rejouabilité. On peut ajouter à celle-ci le fait de jouer avec les 6 armes au gameplay différent, ainsi que leurs variantes à débloquer au fur et à mesure, aux caractéristiques de Zagreus à améliorer entre chaque run, le tout couplé à l'excellente narration du titre. Tout ce que vous faites s'inscrit en effet dans le monde du jeu, que ce soit votre rencontre avec les boss, et même le retour dans la zone de départ lorsque vous mourrez, ce qui donne une profondeur narrative intéressante pour un roguelite en plus de la bonne direction artistique. Hades inspire aujourd'hui des titres comme Curse of the Dead Gods en 2021. On trouve aussi d'autres titres d'action comme le familial Children of Morta de Dead Mage, où vous incarnez des membres d'une famille pour lutter contre une corruption avec un pixel art sympatoche, ou le plus minimaliste et médiéval Heroes of Hammerwatch en 2018 de Crackshell avec ses vagues de monstres. La tactique impose de réfléchir à chacun de ses actes. Si on rajoute en plus un côté roguelite, cela donne davantage de poids à chaque décision. Le précurseur du mélange entre tactique et roguelite se cherche du côté spatial. Subset Games propose ainsi en 2012 Faster Than Light, un des premiers jeux à avoir utilisé une plateforme de crowdfunding, où votre vaisseau spatial avec ses systèmes améliorés et son équipage à manager aux différents postes, navigue dans chaque système en choisissant divers embranchements, résout différents types d'événements et suspend l'exploration au moment de la confrontation. En temps réel posable, le joueur doit choisir les systèmes à activer en fonction de l'énergie disponible, bouclier ou arme, utilise son équipage pour régler les incendies, s'occupe des ennemis téléportés à bord, ou répare, et doit cibler les différentes parties du vaisseau adverse, le tout avec une musique légère aux côtés de chiptune et des graphismes quelque peu sommaires. Lorsque vous êtes détruit ou que l'armada qui vous poursuit vous rattrape, c'est fini. Le soft a eu un véritable succès critique et a reçu une version augmentée en 2014, mais peu de jeux ont suivi cette trace, à l'exception peut-être de Shortest Trip to Earth en 2019, d'Interactive Fact, qui prend la même recette en plus brut de décoffrage avec des vaisseaux et des équipages plus importants et une progression plus difficile, ou alors le Crying Suns en 2019 des français d'Alt Shift, où l'histoire et l'univers sont plus développés, et où chaque mort vous fait réintégrer un clone réveillé par un mystérieux robot, mais avec la connaissance issue de vos précédents runs. Le système de combat spatial consiste là au déploiement sur une grille de jeu de différents escadrons pour vaincre ceux de l'adversaire et détruire le vaisseau adverse qui vous fait face. Au-delà de l'aspect spatial, le roguelite peut se mêler tout à fait à un jeu de tactique. Les développeurs de Faster Than Light sont ainsi partis vers le jeu de tactique en vue de dessus Into the Breach en 2018, avec un combat en grille avec 3 mecs, dont un qui peut transcender la mort et arriver dans votre prochain run en cas d'échec. Il donne la possibilité de prévoir les actions adverses et d'utiliser les compétences de vos mecs pour contrer, détourner une attaque ou perturber les mouvements adverses, tout en protégeant suffisamment la population que vous êtes chargé de protéger. On trouve également des tas de concepts sympas, comme Bad North en 2018 de Plausible Concept, qui adopte une progression carte par carte pour repousser une invasion adverse en utilisant en temps réel des unités persistantes et en faisant attention à la topographie pour repousser les hordes de vikings, ou encore Dungeon of the Endless en 2014 des français d'Amplitude Studio avec un système prenant et original. Dans celui-ci, vous contrôlez un groupe de prisonniers, vous ouvrez les salles de votre donjon SF les unes après les autres, vainquez les monstres en temps réel, puis installez avec l'énergie disponible des collecteurs de ressources qui rapporteront des ressources à chaque ouverture de pièce, mais aussi des systèmes de défense, car toute pièce non éclairée fera venir une nuée de monstres. Lorsque vous avez trouvé la porte de sortie de l'étage, il faudra emmener le cristal que vous avez protégé jusque-là, en étant attaqué de toutes parts, en faisant bouger vos personnages entre les salles, si possible avec des systèmes de défense pour les appuyer. La nourriture vous servira à monter de niveau, l'industrie à installer des générateurs et des systèmes de défense,
et la science à en rechercher de nouveaux. Une autre façon de concevoir la tactique et le roguelite est d'en faire la synthèse avec le RPG pour proposer des descentes de donjons en groupe où chaque action doit être savamment pesée. On distingue quand même ces roguelites des roguelikes qui sont des RPG au tour par tour par grille. Darkest Dungeon en 2015, proposé par Red Hook Studios, permet ainsi à votre équipe d'aventuriers de s'aventurer dans des donjons remplis d'horreur, d'utiliser à chaque rencontre différentes compétences en fonction de leur classe pour vaincre en tour par tour ghouls, squelettes et autres joyeusetés, récupérer différents trésors aux effets aléatoires, vaincre les différents boss, résister aux mécaniques de stress qui vont diminuer l'efficacité de vos héros au fil du temps, avant de les faire se reposer entre deux donjons dans une ville que vous reconstruisez au fur et à mesure. L'aspect roguelite consiste à perdre régulièrement votre groupe entier en mission, vous imposant de recruter de nouveaux aventuriers. Il est quand même assez allégé. Si on le considère comme un roguelite, ne devrions-nous pas catégoriser également XCOM ou Fire Emblem comme des roguelites, vu que la perte des personnages est là aussi permanente? On touche un peu du doigt la limite de cette étiquette. En tous les cas, Darkest Dungeon a été suivi par d'autres softs qui conservent le combat au tour par tour au moment des rencontres et ce hub central, mais du côté des méchants, à la Dungeon Keeper. Vous trouverez ainsi Iratus Lord of the Dead en 2020, ou encore Legend of Keepers Career of the Dungeon Monsters des français de Goblin Studio. Si vous préférez les héros, Force the King en 2018 d'Iron Hawk Games vous permet de créer une équipe de héros qui doit sauver un royaume en se baladant sur une carte et en combattant différents ennemis dans un style graphique particulier. Le roguelite peut aussi s'acoquiner avec la famille de la gestion, en donnant aux décisions de développement une gravité plus importante. Mais ce n'est pas évident de qualifier tous les titres dont je vais parler comme des roguelites. Au niveau du city builder, on parle ainsi souvent de roguelite pour désigner l'atypique mode forteresse de Dwarf Fortress, où vos 7 nains creusent la montagne, explorent ses profondeurs, récupèrent des ressources dans un monde généré de manière procédurale jusqu'à la mythologie et la magie. Lorsque tous vos nains sont décédés de maladies, de morts violentes ou se sont étripés entre eux, fin de partie, plus qu'à tout recommencer au sein d'un monde qui continue pourtant d'exister, la forteresse restant dans les mémoires de votre civilisation. Cette gestion individuelle de chaque personnage de la colonie et cette relative difficulté a fait essaimer des successeurs spirituels, toujours dans de la génération procédurale, mais plus accessible au niveau des sauvegardes, à l'image du city builder SF Rimworld en 2018 de Ludion Studio et d'autres titres comme Going Medieval en 2020 de Foxy Voxel. Il est ainsi moins évident de parler de roguelite lorsqu'on a accès à des sauvegardes de parcours. Au niveau de la gestion plutôt par carte, on a le jeu atypique et Lovecraftien Cultist Simulator en 2018 de Weather Factory, où vous montez un culte en piochant au fur et à mesure de nouvelles cartes et en les répartissant pour différentes actions. Quand vous ne pouvez plus suivre vos délires psychotiques, vous décédez et il faut tout recommencer. On trouve également des jeux de gestion d'explorateurs comme Curious Expedition en 2014 de Machine & Mensch ou Renowned Explorers International Society en 2015 d'Abbey Games, un groupe d'explorateurs doit ainsi découvrir des terres sauvages tout en faisant en sorte que l'expédition ne s'arrête pas par la mort de tous les explorateurs affamés, assoiffés et attaqués par des hyènes. Pour terminer ce rapide inventaire des familles et des genres associés au roguelite, on se rend compte que le roguelite s'adapte également à une variété d'expériences parfois assez uniques. Dans le monde du jeu de cartes par exemple, avec la construction progressive de decks, par le ramassage et l'amélioration de cartes, et un tirage aléatoire par round de combat, qui permet de se ménager les options tactiques, on retrouve Slay the Spire en 2017 de Mega Crypt Games, ou plus récemment Griftland en 2020 de Clay Entertainment, un peu plus narratif. Le roguelite peut également se rapprocher du jeu de rythme. Crypt of the Necrodancer en 2015 de Brave Yourself Games propose ainsi des descentes de donjons et du combat case par case, où chaque déplacement et coup doit se faire au rythme de la musique. Le FPS BPM Bullet per Minute en 2020 propose également un shooter où on débloque au fur et à mesure de nouvelles compétences pour chaque run, et où chaque tir et rechargement se fait au rythme de la musique. Plus récemment, on trouve même un tout nouveau genre qui mêle le roguelite et les jeux incrémentaux avec Vampire Survivors en 2021. Votre personnage se déplace, tue des adversaires en utilisant automatiquement ses armes, récupère de l'expérience, achète de nouvelles armes ou améliore ses armes existantes, ou prend de nouveaux bonus, puis meurt pour réinvestir l'argent gagné dans des bonus divers et repartir en jeu. Malgré son gameplay limité, il a eu un incroyable succès avec 2,5 millions de ventes en quelques mois et a créé une toute nouvelle catégorie de roguelite avec des nouveaux qui paraissent chaque mois. Et puis, on a encore des jeux atypiques.
Streets of Rogue en 2019 est une sorte de bac à sable où le joueur fait ce qu'il veut comme action violente ou discrète avec une mort permanente. Niche, A Genetic Survival Games en 2016 de Strayfound Studio nous fait contrôler l'évolution d'une espèce à la Spore. Loop Hero en 2021 de Four Quarters propose un jeu incrémental où la seule action est de créer le terrain à partir de cartes pour faire des runs qui rapporteront suffisamment de ressources pour améliorer votre camp. Avec tous ces jeux et toutes ces expériences, vous voyez que le roguelite, loin d'être une famille ou un genre de jeu, est surtout une étiquette bien utile pour préciser qu'il y aura de la génération procédurale et une mort permanente avec des systèmes complexes. Mais cette étiquette n'est pas non plus si évidente à accoler. On le voit avec l'énorme variété des titres roguelite, de la plateforme au FPS en passant par le jeu de rythme. La variété des expériences est telle qu'il peut finir par y avoir un flou artistique sur ce qui est ou non roguelite, d'autant plus que le succès des titres roguelite a rendu son usage très courant par des tas de développeurs, transformant le terme en simple argument marketing. Dans cette masse, peu arrivent à sortir du lot, mais ceux qui y arrivent créent de véritables nouvelles familles de jeux, de Binding of Isaac à Vampire Survivors, et montrent parfois toute la créativité de petits studios de développement. Finalement, il est temps de conclure ce cycle de 3 épisodes sur la mort. Nous avons ainsi vu quelle place joue la mort dans le jeu vidéo, et à quel point celle-ci, même si elle est pénalisante et une punition, est un moteur d'avancement et d'amélioration pour le joueur, qui va chercher à appréhender des systèmes pour mieux jouer et triompher de la mort. Cette revalorisation de la place de la mort s'est opérée notamment avec la série des Souls, mais existait déjà dans le genre du roguelike, des titres inspirés de Rogue qui en font le moteur de leur RPG au tour par tour, récompensant les joueurs prêts à mourir des dizaines de fois pour appréhender l'ensemble des systèmes. Mais outre les Souls et les roguelikes, l'étiquette roguelite est celle qui a assurément le vent en poupe depuis plus de 10 ans, avec cette philosophie d'une mort permanente au service d'une grande variété de familles et de genres du jeu vidéo. La mort a donc encore 2 beaux jours devant elle en jeu vidéo.